Matin du 29 mai 1944, Atlantique Centre, approximativement 500 mètres à l'ouest des Açores. Le capitaine l'OTAN Detlev Krakенhagen commandait l'U-549, depuis une profondeur qu'il croyait sûre, 600 pieds sous la surface, plus profond que la plupart des grenades sous-marines alliées ne pouvaient atteindre. Son sous-marin de type 9C-40 venait de torpiller et couler le porte-avions d'escorte américain Block Island, moins d'une heure avant le coucher du soleil. Et maintenant le chasseur était devenu le gibier. À travers les hydrophones, Krakенhagen et son équipage écoutaient les hélices des destroyers d'escorte américains qui cherchaient au-dessus. Le son était méthodique, persistant. Ils avaient survécu à cela auparavant. Le schéma standard des attaques aux grenades sous-marines que les commandants allemands avaient appris à éviter au cours de 3 années d'expérience brutale dans l'Atlantique. Descendre à la profondeur maximale. Rester silencieux. Attendre que les attaquants perdent le contact sonar dans le point aveugle directement sous leur coque. Effectuer un changement de cap brutal dans ces précieuses secondes lorsque les escortes passaient au-dessus et larguaient leur charge. Puis endurer les explosions concussives qui pouvaient fissurer les jauges et briser les ampoules mais pénétraient rarement la coque de pression à cette profondeur. Si vous appréciez cette plongée profonde dans l'histoire, cliquez sur le bouton d'abonnement et faites-nous savoir dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Ce que Krakenhagen ne pouvait pas savoir, ce qu'aucun commandant allemand ne comprenait pleinement en mai 1944, c'est que les règles de ce jeu mortel avaient fondamentalement changé. Le destroyer d'escorte USS Eugene Elmore maintenait un contact sonar parfait avec l'U-549 malgré la profondeur. Son sonar le type 144 pouvait détecter les sous-marins à des portées allant jusqu'à 3000 yards dans des conditions idéales. Et ces conditions étaient presque parfaites. Plus critiquement, monté sur le pont avant d'Elmore se trouvait un système d'armes que le renseignement naval allemand avait à peine commencé à cataloguer, le mortier anti-sous-marin Hedgehog. Vers 21h, le lieutenant-commandant G.L. Conny ordonna sa première attaque. 24 projectiles lancés vers l'avant en succession rapide, tous tirés en moins de 2 secondes. Chaque bombe avait 7 pouces de diamètre, pesait 65 livres et contenait 35 livres d'explosifs Torpex. Elles ont traversé l'obscurité et ont éclaboussé l'Atlantique selon un motif circulaire 200 yards devant l'étrave d'Elmore. Les projectiles ont coulé à 23,5 pieds par seconde à la profondeur de l'U-549 de 600 pieds. Ils arriveraient en approximativement 30 secondes. Contrairement aux grenades sous-marines qui explosaient à des profondeurs préétablies, qu'elles touchent quelque chose ou non, ces bombes ne se détonaient qu'au contact. La première salve a manqué, coulant silencieusement au-delà du sous-marin jusqu'au fond de l'océan. Krakenhagen croyait probablement avoir esquivé l'attaque. Elmore a maintenu le contact sonar. Le destroyer d'escorte s'est tourné pour une deuxième passe. 3 minutes pour recharger. 24 autres projectiles lancés 30 secondes après leur entrée dans l'eau. 3 explosions sous-marines ont résonné à travers le sonar d'Elmore. 3 coups directs sur la coque de pression. 4 minutes plus tard, les opérateurs sonars ont détecté un son différent, une explosion lourde et écrasante. L'U-549 s'était effondré en coulant au-delà de sa profondeur d'écrasement, tuant instantanément les 55 hommes à bord. Du moment où Elmore a tiré sa deuxième salve à la destruction du sous-marin, approximativement 4 minutes et demie. Cet engagement représentait quelque chose que les commandants de U-boat allemands commençaient à peine à comprendre. Au printemps de 1944, un changement technologique qui a éliminé les avantages tactiques sur lesquels ils s'étaient appuyés depuis le début de la guerre. La question qui entrait les sous-mariniers allemands survivants au cours de la dernière année de la guerre était brutale et terrible. Comment survivre à une attaque que vous ne pouvez pas entendre venir, que vous ne pouvez pas esquiver, et qui arrive avant que vous puissiez manœuvrer. Pour comprendre l'impact psychologique du Hedgehog, un système d'armes sur les équipages de U-boat allemands, il faut comprendre ce que ces hommes croyaient concernant leurs chances de survie avant l'apparition de cette technologie. En 1943, les sous-mariniers allemands opéraient sans illusion sur le danger auquel ils faisaient face. La bataille de l'Atlantique avait réclamé des milliers de leurs camarades, mais ils possédaient aussi des connaissances tactiques durement acquises qui offraient un véritable espoir de survie. La doctrine des U-boats allemands, affinée par l'expérience brutale depuis 1939, était centrée sur l'exploitation de la faiblesse fondamentale de la guerre anti-sous-marine alliée, le point aveugle du sonar. L'ASDIC britannique et les systèmes sonars américains transmettaient des impulsions sonores qui rebondissaient sur les cibles immergées et revenaient sous forme d'écho. La technologie fonctionnait raisonnablement bien à des portées moyennes,
permettant aux navires d'escorte de détecter les sous-marins et de suivre leurs mouvements. Mais à courte portée, la physique de la détection du son sous-marin créait une vulnérabilité critique. Alors qu'un navire d'escorte se rapprochait pour attaquer, le temps entre l'impulsion transmise et l'écho de retour se raccourcissait progressivement. Finalement, à des portées généralement inférieures à 200 yards, l'impulsion sortante et l'écho de retour fusionnaient en ce que les opérateurs appelaient un écho instantané. Le sous-marin disparaissait effectivement du sonar précisément au moment où le placement précis des armes était le plus important. Ce point aveugle s'étendait directement sous le navire attaquant, créant une zone où le sous-marin pouvait manœuvrer sans être détecté. Les commandants allemands ont appris à exploiter cette faiblesse avec une précision exercée. Alors que le navire d'escorte passait au-dessus pour larguer des grenades sous-marines, le sous-marin exécutait des changements brusques de direction et de vitesse. L'escorte, temporairement aveugle, larguait ses charges en fonction de la dernière position connue du sous-marin, une position qui pouvait être 50 ou 100 yards de l'endroit où le sous-marin manœuvrait réellement pendant ces secondes critiques. Les grenades sous-marines elles-mêmes imposaient d'autres limitations qui jouaient en faveur du sous-marin. Les grenades sous-marines Mark VI et Mark VII utilisées par les forces alliées jusqu'en 1943 coulaient à approximativement 8 à 9 pieds par seconde. Pour un sous-marin à 300 pieds de profondeur, pas même la profondeur de plongée maximale de la plupart des U-boats, les grenades nécessitaient plus de 30 secondes pour atteindre la profondeur d'attaque après leur entrée dans l'eau. Pendant cette demi-minute, tandis que l'escorte restait aveugle et que les grenades descendaient lentement, le capitaine du sous-marin pouvait ordonner des changements de profondeur, de vitesse et de cap. Les explosifs dans les grenades sous-marines se détonaient à des profondeurs préétablies en utilisant des fusibles hydrostatiques, qu'ils soient près de la cible ou non. Cela créait des explosions sous-marines massives qui perturbaient temporairement les performances du sonar pour l'attaquant et toute autre escorte à proximité. La turbulence et le bruit de ces explosions pouvaient persister pendant 15 minutes ou plus, pendant lesquelles le sous-marin pouvait s'échapper entièrement, naviguant silencieusement à une profondeur et un cap différents de ceux attendus par les escortes. La construction des sous-marins allemands mettait l'accent sur la résistance structurelle, spécifiquement pour survivre aux attaques aux grenades sous-marines. La coque de pression d'un type 7 CUO, la variante la plus courante, pouvait théoriquement supporter les pressions à des profondeurs approchant 750 pieds. Bien que les capitaines poussent rarement leurs bateaux aux limites absolues de profondeur d'écrasement, plus importante encore, la coque pouvait absorber des dommages de choc substantiels des grenades sous-marines explosant à proximité sans défaillance catastrophique. Plusieurs charges devaient se détonner à 10 à 20 pieds de la coque pour infliger des dommages fatals. Les statistiques validaient cette survivabilité relative. Les dossiers britanniques documentaient que pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur 5174 attaques aux grenades sous-marines, seulement 85,5 ont entraîné des destructions confirmées d'U-boats, un ratio de succès d'approximativement 1 sur 60. De nombreux U-boats ont survécu à des centaines de grenades sous-marines au cours de leurs carrières opérationnelles. L'U-87 a fameusement enduré 678 grenades sous-marines larguées contre lui en avril 1945 avant de finalement s'échapper. Bien que de tels cas extrêmes fussent exceptionnels, ils renforçaient la croyance parmi les sous-mariniers allemands que les attaques aux grenades sous-marines, aussi terrifiantes fussent-elles, étaient survivables si l'équipage maintenait la discipline et le capitaine exécutait les tactiques d'évasion appropriées. Ceci ne suggère pas que les équipages des U-boats allemands se sentaient invulnérables. Ils comprenaient vivement que les capacités anti-sous-marines alliées s'étaient améliorées dramatiquement depuis les premières années de la guerre. En 1943, les escortes de convois employaient des tactiques de plus en plus sophistiquées. Les attaques coordonnées en groupe utilisant plusieurs navires d'escorte rendaient l'évasion plus difficile. Les systèmes sonars améliorés avec une meilleure portée et résolution réduisaient le temps pendant lequel les sous-marins pouvaient manœuvrer sans être détectés. L'introduction de porte-avions d'escorte fournissant une couverture aérienne sur les convois éliminait la mobilité de surface que les tactiques de meute de loups allemands exigeaient. Mai de 1943, le Mai noir, comme les sous-mariniers allemands en vinrent à l'appeler, représentait un tournant. En ce seul mois, les forces alliées ont coulé 41 U-boats, des pertes qui dépassaient le taux auquel les chantiers navals allemands pouvaient construire des remplaçants. L'amiral Grand Karl Dönitz a temporairement retiré ses sous-marins des routes de convoi de l'Atlantique Nord, reconnaissant que l'équilibre s'était déplacé contre l'Allemagne. Pourtant, même alors que la situation stratégique se détériorait, les commandants individuels d'U-boats conservaient des options tactiques basées sur leur compréhension des armes alliées et des systèmes de détection. Ils pouvaient toujours plonger profondément, exploiter le point aveugle du sonar
et manœuvrait pendant des secondes critiques lorsque les escortes larguaient des grenades sous-marines. L'Atlantique restait un vaste espace où un capitaine compétent pouvait trouver des opportunités de s'échapper ou de se cacher. Le cadre psychologique qui soutenait les équipages des U-boats allemands au cours de leur mission reposait sur cette fondation de connaissances tactiques. Ils acceptaient que leur travail soit extraordinairement dangereux à la fin de la guerre. Approximativement 28 000 des 40 000 hommes qui ont servi dans les U-boats mourraient, un taux de perte dépassant 70%. Mais le danger et la mort certaine n'étaient pas des concepts identiques. La compétence importait, l'expérience importait. Comprendre les armes de votre ennemi et leurs limitations importait. Un capitaine compétent qui connaissait son bateau et exécutait les tactiques appropriées pouvait ramener son équipage à la maison. Beaucoup l'avaient fait à plusieurs reprises. Le projecteur anti-sous-marin Hedgehog est entré en service avec les navires d'escorte britanniques en 1942. Mais son impact sur les calculs tactiques allemands a pris du temps à s'enregistrer. Les déploiements initiaux ont produit des résultats décevants. Les taux de succès d'approximativement 5% dépassaient à peine ceux réalisés par les grenades sous-marines. Les capitaines de la Royal Navy ont lancé des attaques Hedgehog si rarement au début de 1943 que l'amirauté a émis une directive ordonnant aux commandants de signaler spécifiquement pourquoi ils avaient choisi de ne pas utiliser l'arme lors de l'engagement de contacts immergés. Contrairement aux grenades sous-marines qui produisaient toujours des explosions spectaculaires qui pouvaient convaincre les équipages qu'ils avaient endommagé ou effrayé leurs cibles, les ratés du Hedgehog étaient décourageusement silencieux. Les projectiles coulaient simplement jusqu'au fond de l'océan sans se détonner, ne laissant aucune preuve de l'attaque sauf 24 petits éclaboussements dans l'eau. Ce silence éliminait la satisfaction psychologique que les attaques aux grenades sous-marines fournissaient, même lorsque ces attaques ne coulaient rien. Le principe technique derrière le Hedgehog abordait les problèmes fondamentaux qui affligeaient les attaques aux grenades sous-marines. Mais traduire ce principe en succès opérationnel nécessitait du temps, de l'entraînement et l'intégration avec des systèmes sonars améliorés. L'arme consistait en 24 mortiers à broches arrangés en 4 rangées de 6, montés sur un berceau d'acier sur le pont avant. Les broches étaient inclinées de sorte que les projectiles atterriraient selon un motif circulaire d'approximativement 130 pieds de diamètre, à environ 200 yards devant la position du navire qui tire. Le tir vers l'avant était l'innovation cruciale. Contrairement aux grenades sous-marines qui devaient être larguées de la poupe après que le navire attaquant passe au-dessus de la cible, les projectiles Hedgehog étaient lancés vers l'avant, tandis que le sous-marin restait détectable par sonar. Cela éliminait le temps aveugle pendant lequel les sous-marins pouvaient manœuvrer sans être détectés. Le capitaine pouvait maintenir le contact sonar tout au long de l'attaque et même ajuster le cap pour compenser si le sous-marin changeait de position entre le moment du tir et l'arrivée des projectiles. Les fusibles de contact représentaient une ingénierie sophistiquée qui avait nécessité un développement extensif. Chaque projectile devait survivre à un impact violent avec la surface de l'eau sans se détonner prématurément. Une fois immergé, une petite hélice commençait à tourner dans le flux d'eau, armant le fusible après que le projectile est descendu approximativement 50 pieds. En frappant une surface dure, la coque d'un sous-marin, le fusible déclencherait la charge de 35 livres de torpex instantanément. Le torpex était approximativement 50% plus puissant que le TNT, l'explosif utilisé dans les grenades sous-marines antérieures. Le taux de coulée rapide donnait au sous-marin presque aucun temps pour réagir. À 23,5 pieds par seconde, les projectiles atteignaient 200 pieds de profondeur en moins de 9 secondes. Pour un sous-marin à profondeur opérationnelle de 300 pieds, le temps de l'entrée dans l'eau à l'arrivée était approximativement 13 secondes. Comparé aux plus de 30 secondes nécessaires pour que les grenades sous-marines Mark VI atteignent la même profondeur, le Hedgehog réduisait le temps de réaction de plus de moitié. Plus significativement, un seul coup direct était généralement suffisant pour couler un U-boat. La détonation au contact signifiait qu'aucun coussin d'eau n'existait pour dissiper la force explosive. 35 livres de torpex explosant directement contre la coque de pression la rupturait catastrophiquement. Même si le projectile frappait le revêtement extérieur plutôt que la coque de pression directement, la force explosive à distance de contact s'avérait généralement fatale. À la fin de 1943 et en 1944, les forces anti-sous-marines alliées ont résolu les premiers problèmes qui avaient affligé le déploiement du Hedgehog. Un meilleur entraînement a enseigné aux équipages comment viser l'arme plus efficacement. L'introduction de centres d'information de combat à bord des navires d'escorte a intégré les données sonars avec les systèmes de contrôle de tir permettant des attaques plus précises. Plus critiquement,
Les systèmes sonars améliorés, comme l'unité de type 144 à bord de l'USS Elmore, pouvaient maintenir le contact à des portées plus proches et des profondeurs plus grandes que l'équipement antérieur. Les statistiques ont commencé à refléter ces améliorations. À la fin de la guerre, les attaques Hedgehog ont atteint des taux de succès d'approximativement 20%. Un sous-marin coulé pour chaque 5 attaques. En comparaison, les grenades sous-marines n'ont jamais atteint mieux qu'un succès sur 80 attaques. Sur 268 attaques Hedgehog documentées par les forces britanniques, 47 ont entraîné des destructions confirmées de sous-marins. Un ratio dramatiquement meilleur que le largage conventionnel de grenades sous-marines. La marine américaine a adopté le Hedgehog par le biais de la location bail-inverse en fin de 1942. Les destroyers d'escorte américains, spécifiquement conçus pour la guerre anti-sous-marine, ont reçu le Hedgehog comme équipement standard. Ces navires, plus petits que les destroyers de flotte mais plus grands que les corvettes, se sont avérés idéalement adaptés au système d'armes. En 1944, les escortes équipées de Hedgehog américaines opéraient dans tout l'Atlantique et dans le théâtre du Pacifique contre les sous-marins japonais. 11 des 16 derniers coulages d'U-boat réalisés par les destroyers et destroyers d'escorte de la marine américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale impliquaient des projectiles Hedgehog. USS England a coulé 6 sous-marins japonais en 12 jours au cours du mois de mai 1944 en utilisant le hérisson presque exclusivement, un record qui a démontré l'efficacité dévastatrice de l'arme lorsqu'elle était correctement employée par un équipage bien entraîné avec une bonne intégration du sonar. Pourtant, pour les commandants de U-boat allemands, comprendre qu'une telle arme existait n'était pas la même chose que de comprendre ses implications pour leur survie. Les rapports de renseignement filtrés à travers la marine décrivant des armes anti-sous-marines tirant vers l'avant qui explosaient au contact. Mais le tableau tactique complet, comment le hérisson éliminait l'angle mort, la vitesse de synchronisation impossiblement rapide, le silence des attaques ratées qui permettaient aux escortes de maintenir le contact sonar. Cette connaissance est venue trop lentement pour affecter de manière significative la doctrine ou l'entraînement allemand. Au moment où le commandement des sous-marins allemands a pleinement compris ce qu'ils affrontaient, la guerre avait déjà tourné de manière irréversible contre eux. La question n'était plus de savoir si le hérisson aurait un impact sur les pertes de U-boat allemands, mais plutôt combien d'autres sous-mariniers mourraient avant d'apprendre ce que le capitaine Lott et Krankenhagen ont découvert dans ces derniers moments le 29 mai 1944, que toutes leurs connaissances tactiques difficiles sur la survie aux attaques de charge de profondeur ne signifiaient rien contre une arme qui supprimait les hypothèses mêmes sur lesquelles reposait cette connaissance. Le développement du système d'armes Hérisson n'a pas commencé dans les grands laboratoires de recherche navale, mais dans les bureaux improvisés de la direction du développement des armes diverses, une organisation dont le personnel a gagné le surnom affectueux les Wizards et Dodgers, pour leur approche non conventionnelle de l'ingénierie militaire. Le commandant Charles Goodave de la Royal Navy a conçu le concept de mortier tirant vers l'avant au printemps de 1940. Reconnaissant que le problème fondamental avec les charges de profondeur n'était pas leur puissance explosive, mais leur déploiement tactique. Le défi technique s'est avéré formidable. Le lieutenant-colonel Stuart Blacker avait développé la technologie de mortier à broche entre les deux guerres, un système où la charge de propulsion restait fixe dans l'arme, tandis qu'une tige, la broche, s'insérait à l'intérieur d'une queue tubulaire sur le projectile lui-même. Ce principe avait été adapté avec succès pour le mortier d'infanterie Blacker Bombard et l'arme anti-char PAT. L'adapter à l'usage naval contre les sous-marins nécessitait de résoudre des problèmes qui avaient vaincu les tentatives antérieures. Le mortier Fairley testé à bord du HMS Whitehall en 1941 représentait la première tentative d'une arme anti-sous-marine tirant vers l'avant. Il a échoué de manière complète. Les projectiles utilisaient un nez en fer qui limitait la charge explosive à 20 livres avec la fusée montée à la queue. La portée était inadéquate, la précision médiocre, et la charge explosive insuffisante pour pénétrer de manière fiable la coque de pression d'un U-boat même s'il frappait directement. L'équipe de Good a tout repensé. Ils ont placé 35 livres d'explosifs Torpex dans chaque projectile, avec la fusée de contact montée au nez plutôt qu'à la queue. La queue tubulaire assurait la stabilité pendant le vol et la descente. Des expériences critiques ont déterminé que les projectiles avec des nez plats étaient moins susceptibles de ricocher ou de rebondir lorsqu'ils frappaient la surface de l'eau à grande vitesse, assurant qu'ils couleraient verticalement dans la zone cible plutôt que de se disperser de manière imprévisible. Le mécanisme de fusée de contact nécessitait une ingénierie de précision extraordinaire. Il devait résister au choc violent de frapper l'eau à la vitesse terminale sans détonation prématurée. Une fois submergé, une petite pale d'hélice montée sur le nez commençait à tourner dans le flux d'eau.
Après environ 50 pieds de descente réalisés en calibrant le pas et la résistance de l'hélice, la fusée s'armait. En frappant une surface solide plus dure que le sédiment du fond océanique, un déclencheur mécanique tirait le détonateur instantanément. Déterminer le poids optimal de la charge explosive impliquait une recherche qui frôlait l'espionnage. Les détails de la construction des U-boats allemands restaient classifiés, mais l'équipe de Good a découvert un magazine naval italien qui avait publié des photographies de la production de sous-marins allemands. Une image montrait un ouvrier debout sur la coque de pression d'un U-boat tout en effectuant des travaux de maintenance sur le pont du revêtement extérieur. En mesurant soigneusement la longueur apparente de la jambe du travailleur dans la photographie et en calculant la distorsion de perspective, les ingénieurs ont estimé la distance verticale entre la coque de pression et le revêtement extérieur. Une information critique pour déterminer si 35 livres de Torpex pénétreraient les deux couches. Le motif de dispersion des projectiles nécessitait une optimisation mathématique. En utilisant un dispositif qui ressemblait à une roue de roulette avec un modèle réduit de sous-marins placés à diverses positions, les ingénieurs ont passé des jours à lancer des projectiles miniatures sur le modèle. Ils ont enregistré des milliers d'impacts, analysant quels angles de projectiles et motifs d'espacement fournissaient la plus haute probabilité de frapper un sous-marin tentant diverses manœuvres d'évasion. Le motif final, 130 pieds de diamètre avec des projectiles espacés d'environ 18 pieds, représentait l'optimum statistique pour attraper un sous-marin, même s'il manœuvrait pendant les brèves secondes entre le lancement du projectile et l'impact sur l'eau. Le HMS Westcott a reçu le lanceur prototype en 1941 pour les essais en mer. L'arme a fonctionné de manière adéquate lors des tests, mais les résultats opérationnels ont gravement déçu les attentes. Aucune destruction de sous-marins n'a eu lieu jusqu'en novembre 1942, malgré l'installation à bord de 100 navires. Les équipages ont signalé de nombreux problèmes techniques. Le temps de l'Atlantique Nord couvrait fréquemment le lanceur d'embrun et d'eau de mer, causant des défaillances des circuits de tir électrique qui entraînaient des salves incomplètes avec certains projectiles ne se lançant pas. Par gros temps, maintenir une visée précise s'est avéré extraordinairement difficile. La dimension psychologique a peut-être créé le plus grand obstacle. Les attaques aux charges de profondeur produisaient toujours des explosions massives, visibles de la surface, de grands geysers d'eau jaillissant violemment. Que les charges aient frappé quelque chose ou non. Cette rétroaction visuelle et auditive donnait aux équipages un sentiment d'accomplissement et donnait aux commandants d'escorte la confiance qu'ils endommageaient l'ennemi, même lorsque le renseignement révélait plus tard que le sous-marin s'était échappé indemne. Le silence du hérisson lorsqu'il manquait supprimait entièrement ce renforcement psychologique. 24 petits éclaboussements suivis de rien d'autre que des vagues océaniques créait un profond sentiment de futilité. Le leadership de la Royal Navy a réagi aux résultats décevants avec une détermination caractéristiquement britannique. Au début de 1943, un officier de la direction du développement des armes diverses s'est rendu à Londonderry, où la plupart des navires d'escorte de l'Atlantique basaient leurs opérations. Il a mené des programmes de recyclage complets, navire par navire, expliquant les principes techniques de l'arme et, plus important encore, présentant des études de cas d'attaque au hérisson réussis qui ont démontré son efficacité meurtrière lorsqu'elle était correctement employée. L'entraînement a souligné plusieurs points critiques que les équipages avaient mal compris. Premièrement, le silence d'une attaque ratée était en fait un avantage tactique, pas une déficience. Les explosions de charge de profondeur obscurcissaient les retours sonars pendant 15 minutes ou plus, forçant les escortes à réacquérir le sous-marin à partir de zéro. Le silence du hérisson signifiait un suivi sonar continu tout au long de plusieurs passages d'attaque, augmentant dramatiquement la probabilité que les salves suivantes frappent la cible. Deuxièmement, le motif circulaire était conçu spécifiquement pour tenir compte de l'évasion du sous-marin pendant le temps de descente des projectiles. Les équipages devaient viser l'endroit où se trouvait le sous-marin au moment du tir, pas tenter de prédire sa position future. Troisièmement, toute explosion indiquait un coup direct et signifiait presque certainement une destruction, contrairement aux charges de profondeur qui pourraient exploser près d'un sous-marin sans infliger de dommages mortels. La transformation de l'efficacité du hérisson a coïncidé avec des améliorations technologiques plus larges de la guerre anti-sous-marine alliée à la fin de 1943 et tout au long de 1944. L'introduction de centres d'information de combat a fondamentalement changé la façon dont les navires d'escorte traitaient les données tactiques et prenaient les décisions d'attaque. Auparavant, le capitaine commandait depuis la passerelle, tandis que les opérateurs sonars travaillaient dans un compartiment séparé, appelant les informations de relèvement et de portée
que le capitaine devait intégrer mentalement avec le cap et la vitesse du navire pour déterminer la géométrie d'attaque. Le centre d'information de combat consolidait toutes les informations tactiques en un seul endroit. Les rideaux sonars apparaissaient sur des écrans qui superposaient la position et le cap du navire. Les contacts radars fusionnaient avec les données sonars, fournissant un tableau tactique complet, le plus critique pour l'efficacité du hérisson. Le système de contrôle de tir s'intégrait directement au suivi sonar, calculant les solutions de tir qui tenaient compte de la profondeur, de la vitesse et du cap du sous-marin, ainsi que du cap du navire d'attaque et de la trajectoire balistique des projectiles. Les commandants de U-boat allemands ont commencé à rencontrer ce système intégré sans comprendre ce qui avait changé. Le capitaine-lieutenant Helmut Smer commandait l'U-853 lors d'une patrouille au large de la côte est américaine en mai 1945. Les dernières semaines de la guerre en Europe. Des avions britanniques avaient attaqué son sous-marin près de la surface en mai 1944. Mais Smer a survécu et a ramené son bateau à la maison. Sa deuxième patrouille démontrerait à quel point l'équation tactique avait complètement changé. Le 5 mai 1945, le grand amiral Karl Dönitz a transmis des ordres à tous les U-boats, les dirigeant à cesser les opérations offensives. La reddition de l'Allemagne était imminente. Que Smer ait reçu cette transmission ou ait choisi de l'ignorer reste contesté par les historiens. Le 6 mai, son sous-marin a torpillé et coulé le navire marchand américain SS Black Point au large de Point Judith, Rhode Island. Le dernier navire marchand coulé par l'action des U-boats allemands dans les eaux américaines, la réponse a été immédiate et écrasante. Les destroyers d'escorte américains USS Atherton et USS Moily ainsi que plusieurs autres navires ont convergé vers le lieu de l'attaque. Le lieutenant-commandant Lewis commandait l'Atherton, qui a établi le contact sonar initial avec le sous-marin à environ 20h30 le soir. La chasse qui a suivi a duré toute la nuit et jusqu'aux premières heures du matin du 7 mai. Mais son résultat n'a jamais été sérieusement en doute une fois que les escortes américaines ont établi le contact. À environ 20h30 ce soir-là, l'Atherton a largué 13 charges de profondeur magnétique. Une a explosé, mais l'équipage n'a pas pu déterminer si elle avait frappé le sous-marin ou l'un des nombreux épaves jonchant les eaux peu profondes au large de Rhode Island. Smer, qui avait succédé à son ancien capitaine après l'attaque antérieure, a manœuvré son bateau à travers la turbulence. Le sous-marin a été détecté à nouveau à environ 23h43 cette nuit-là, 4000 yards à l'est de sa position précédente, gisant immobile dans l'eau, avec les hélices silencieuses à environ 100 pieds de profondeur. La température à l'intérieur de l'U-853 aurait augmenté dans l'air chaud et fétide. Les ampoules électriques s'étaient brisées par la force de concussion des charges de profondeur proches. Les cadrans des jauges s'étaient fissurés. De petites fuites auraient pu apparaître dans les raccords de coque stressés par les chocs répétés. L'équipage a maintenu le silence, sachant que tout bruit pourrait trahir sa position aux escortes de chasse au-dessus. Ils avaient survécu à des attaques auparavant. Smer comprenait la doctrine. Attendre que les escortes perdent le contact dans l'angle mort, puis manœuvrer pendant les secondes critiques où les charges de profondeur descendaient. Mais les escortes ont maintenu un contact sonar parfait. À environ 2h du matin le 7 mai, Moy a exécuté une attaque au hérisson. Les projectiles sont entrés dans l'eau dans leur motif circulaire caractéristique. La plupart ont coulé silencieusement au fond, mais 3 ont frappé directement la coque de pression de l'U-853. Les charges de 35 livres de Torpex sont détonnées au contact. Si vous trouvez cette histoire captivante, veuillez prendre un moment pour vous abonner et activer les notifications. Cela nous aide à continuer à produire du contenu approfondi comme celui-ci. Ce qui s'est passé ensuite dépend de l'endroit exact où ces 3 projectiles ont frappé. S'ils ont pénétré la coque de pression proprement, l'équipage est mort instantanément, alors que l'eau de mer sous une pression énorme inondait les compartiments du sous-marin avec une force explosive. La pression de l'air à l'intérieur se serait comprimée violemment, créant des températures suffisamment élevées pour enflammer tout ce qui était combustible. La mort aurait été en moins d'1 seconde pour les hommes près des points d'impact, peut-être un peu plus longtemps pour ceux dans d'autres compartiments, alors que l'océan réclamait le navire entier. Si les projectiles ont frappé le revêtement extérieur et ont rompu les ballastes sans brèche immédiate de la coque de pression, Smer et son équipage ont enduré une horreur différente. Ils auraient su immédiatement que le sous-marin était mortellement endommagé. Le bateau aurait commencé à couler, nez ou poupe en avant, selon les réservoirs qui se sont remplis, avec l'équipage impuissant à arrêter la descente. À 100 pieds de profondeur au moment de l'attaque, ils avaient peut-être 4 minutes avant que le sous-marin n'atteigne la profondeur d'écrasement quelque part au-delà de 700 pieds. 4 minutes de savoir exactement ce qui allait arriver,
alors que la coque de pression gémissait sous une pression croissante, de petites fuites devenant des jets d'eau sous une pression impossible, le bateau s'inclinant à des angles plus raides alors qu'il plongeait dans l'obscurité. Puis le moment final, un son décrit par les opérateurs sonars comme une explosion de craquements lourds alors que la coque de pression s'effondrait, toute la structure s'effondrant vers l'intérieur en une fraction de seconde sous des millions de livres de force. Personne à bord de l'U-853 n'a survécu. Les 55 hommes sont morts. Le naufrage de l'U-853 ne représentait pas un incident isolé, mais un motif qui s'était développé tout au long de 1944 et jusqu'en 1945. L'opération Teardrop en avril et mai 1945 a démontré l'intégration complète des capacités anti-sous-marines alliées contre une menace concentrée de sous-marins allemands. Le renseignement indiquait que l'Allemagne avait envoyé un groupe de U-boats de type 9 désigné Grappy Seawolf vers la côte est américaine, possiblement armés de bombes volantes ou d'autres armes avancées. La menace a incité la marine américaine à organiser 2 grandes forces de barrière spécifiquement pour intercepter et détruire ces sous-marins avant qu'ils ne puissent atteindre les eaux américaines. La première force de barrière comprenait 20 destroyers d'escorte divisés entre des groupes nord et sud, chacun soutenu par un porte-avions d'escorte. La deuxième force de barrière se composait de 2 autres porte-avions d'escorte et de 22 destroyers d'escorte. Ces forces ont établi des lignes de patrouille à travers l'Atlantique moyen, positionnées en fonction du renseignement recueilli à partir des communications navales allemandes décryptées. Les Allemands ne savaient pas que leur code Enigma avait été complètement cassé, continuant à transmettre des ordres opérationnels détaillés que les décrypteurs alliés lisaient presque aussi rapidement que les destinataires allemands prévus. L'U-235 est devenu la première victime. Juste avant minuit le 15 avril, l'USS Stanton a détecté le sous-marin au radar alors qu'il tentait de traverser la barrière en surface. Stanton a immédiatement attaqué avec Hedgehog, mais le sous-marin a plongé et s'est initialement échappé. Aidé par l'USS Frost, Stanton a rétabli le contact au sonar et a lancé 3 attaques Hedgehog supplémentaires au cours des heures suivantes. La 3e attaque, vers minuit le 16 avril, a coulé le sous-marin avec la perte de tout son équipage de 56 hommes. 40 minutes plus tard, et à seulement 1,5 km nautique de la dernière position de l'U-2035, Frost a détecté un autre sous-marin au radar. C'était l'U-880, qui s'était apparemment rapproché des destroyers d'escorte, tandis qu'il poursuivait l'U-235. Le sous-marin a plongé après avoir été illuminé par un projecteur et touché à la tour de commandement par des tirs de petit calibre. Frost, Stanton et l'USS Hughes ont suivi l'U-880 au sonar pendant le reste de la nuit. De multiples attaques Hedgehog ont suivi. Stanton a coulé le sous-marin vers 4 heures du matin sans survivant de son équipage de 52 hommes. Les 2 sous-marins ont subi des explosions massives lorsqu'ils ont été frappés par des projectiles Hedgehog, des explosions bien plus importantes que les 35 livres de Torpex n'aurait dû en produire. Cela a soulevé des craintes parmi les commandants américains, selon lesquels les sous-marins transportaient effectivement des fusées ou d'autres armes avancées, motivant des efforts intensifiés pour détruire les U-boats restants avant qu'ils ne puissent se rapprocher du territoire américain. Le renseignement a déterminé ultérieurement qu'aucun des 2 sous-marins ne transportait de telles armes. Les explosions secondaires massives ont probablement résulté des coups Hedgehog, détonnant les têtes de torpilles du sous-marin lui-même ou les bouteilles d'air comprimées. L'USS Neil A. Scott et l'USS Carter ont coulé l'U-518 juste avant minuit le 22 avril en utilisant des attaques Hedgehog coordonnées. Aucun membre de l'équipage de 55 n'a survécu. Le 24 avril, l'USS Flair a gravement endommagé l'U-546 avec une salve Hedgehog après près de 10 heures de chasse continue. Le sous-marin a fait surface mais a coulé après que Flair et 3 autres destroyers d'escorte ont tiré dessus avec des canons de pompe. Le capitaine Laurent Paul Just et 32 marins ont survécu et ont été faits prisonniers. Certains ont été traités durement lors des interrogatoires alors que les officiers du renseignement américain tentaient de déterminer si l'U-boat transportait des armes pour des attaques contre les villes américaines. Le modèle était indéniable pour ceux qui analysaient les résultats. Les U-boats qui auraient survécu ou s'échappaient des attaques à la grenade sous-marine étaient rapidement détruits une fois que les escortes équipées de Hedgehog établissaient le contact au sonar. L'arme a éliminé l'angle mort sur lequel la doctrine tactique allemande dépendait. Le taux de coulage rapide ne donnait pas au commandant d'U-boat le temps d'exécuter les manœuvres d'évasion qui avaient sauvé les sous-marins des grenades sous-marines. Les fusées de contact signifiaient que toute explosion indiquait un coup, et les coups étaient presque invariablement mortels. Pour les commandants de sous-marins allemands qui ont survécu à leur rencontre et sont retournés à la base, les rapports qu'ils ont déposés peignaient un tableau de plus en plus sombre. Les tactiques d'évasion standard.
Plonger profondément, rester silencieux, changement de cap brusque lorsque l'escorte passait au-dessus, ne fournissaient plus de marge de survie fiable. Certaines escortes pouvaient maintenir le contact au sonar à des profondeurs précédemment considérées comme sûres. Certaines attaques provenaient de l'avant plutôt que directement au-dessus, arrivant avant que le sous-marin ne puisse manœuvrer. Les explosions, quand elles venaient, frappaient directement la coque plutôt que de détonner à proximité et de produire des dégâts par des ondes de choc transmises à travers l'eau. Le renseignement naval allemand a eu du mal à compiler des informations précises sur Hedgehog à partir de ces rapports fragmentaires. Il comprenait que des armes anti-sous-marines tirant vers l'avant existaient et que ces armes utilisaient des fusées de contact. Mais le tableau tactique complet, comment l'arme s'intégrait au système de sonar amélioré, comment le tir vers l'avant éliminait le temps d'angle mort, comment le taux de synchronisation rapide comprimait le temps de réaction en secondes, cette compréhension globale est venue trop lentement pour affecter de manière significative la tactique ou l'entraînement allemand. Au moment où les analystes de la marine ont pleinement saisi les implications, la force de sous-marins allemande avait été décimée au-delà de toute possibilité de récupération. Le dossier statistique de l'efficacité de Hedgehog raconte une histoire de transformation dans la guerre anti-sous-marine que les commandants allemands pouvaient lire, mais ne pouvaient pas contrer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces britanniques ont mené 5174 attaques à la grenade sous-marine qui ont entraîné 92 confirmations de coulage de sous-marins, un ratio de réussite d'environ 1 sur 60 attaques. En comparaison, le système Hedgehog a réalisé 268 attaques, entraînant 47 coulages, un ratio d'environ 1 sur 5,7 attaques. Au cours de la dernière année de la guerre, ce ratio s'est encore amélioré à environ 1 coulage pour 5 attaques. Une amélioration 20 fois supérieure aux grenades sous-marines conventionnelles. Les forces américaines ont obtenu des résultats similaires une fois que les équipages ont maîtrisé l'emploi des armes. 11 des 16 derniers coulages d'U-boat par les destroyers et destroyers d'escorte de la marine américaine impliquaient des projectiles Hedgehog. L'arme s'est avérée tout aussi efficace dans le théâtre du Pacifique contre les sous-marins japonais. La destruction sans précédent par l'USS England de 6 sous-marins japonais en 12 jours en mai 1944. Sto 5, RO Sto 8, RO Sto 6, RO Sto 4, RO Sto 4, RO Sto 16 et RO Sto 7 ont démontré ce qu'un équipage bien entraîné avec une bonne intégration du sonar pouvait accomplir. Le dispositif maladroit du commandant Charles Goodave, avec son nom particulier, s'était transformé en le système d'armes anti-sous-marines le plus meurtrier de la guerre. Pour les équipages d'U-boat allemands, les implications étaient dévastatrices et personnelles. Les taux de perte parmi les sous-mariniers, déjà horrifiques, se sont aggravés en 1944 et dans les derniers mois de la guerre. Sur environ 40 000 hommes qui ont servi dans les U-boats pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 28 000 sont morts, un taux de perte dépassant 70%. Aucune autre branche d'aucun service militaire d'aucune nation n'a subi des pertes comparables. L'introduction de Hedgehog et d'autres technologies anti-sous-marines améliorées a contribué de manière significative à ce carnage au cours des 18 derniers mois de la guerre. La dimension psychologique s'est avérée tout aussi corrosive. La doctrine des U-boats allemands avait souligné que la compétence et les connaissances tactiques pouvaient compenser les avantages numériques et technologiques alliés. Les commandants expérimentés qui comprenaient leurs bateaux et exécutaient les techniques d'évasion appropriées pouvaient survivre et accomplir leur mission. Ce système de croyance, bien que ne garantissant jamais la survie, fournissait un cadre qui rendait le travail psychologiquement soutenable. Les hommes pouvaient se convaincre que leur destin restait partiellement entre leurs propres mains, que la compétence et le courage comptaient. Hedgehog a démoli ce cadre en supprimant les variables tactiques sur lesquelles la doctrine allemande dépendait. L'arme attaquait de l'avant, tandis que le sous-marin restait sous observation continue au sonar, éliminant l'angle mort que les tactiques d'évasion exploitaient. Les projectiles arrivaient en secondes plutôt que la demi-minute ou plus que les grenades sous-marines nécessitaient, comprimant le temps de réaction en dessous du seuil où la prise de décision humaine pouvait répondre efficacement. La détonation au contact signifiait qu'un seul coup était mortel. Supprimant le modèle de dégâts gradués, où les sous-marins pouvaient survivre au quasi-coup et accumuler des dégâts survivables au cours d'attaques prolongées. Les commandants du U-boat survivants ont signalé un changement psychologique parmi les équipages au cours de la dernière année de la guerre. La détermination sinistre qui avait caractérisé les périodes antérieures a cédé la place à quelque chose s'approchant du fatalisme.
fatalisme. Les hommes comprenaient intellectuellement qu'ils naviguaient probablement vers leur mort. Les statistiques opérationnelles rendaient cela inévitable. Les nouveaux sous-marins partant en première patrouille avaient des probabilités de survie mesurées en pourcentage à un seul chiffre. Les bateaux et équipages expérimentés s'en sortaient à peine mieux, alors que les capacités anti-sous-marines alliées continuaient de s'améliorer, tandis que les ressources allemandes et les normes d'entraînement se détérioraient. Herbert Wehrer, qui a commandé plusieurs U-boats et a survécu à la guerre, a décrit l'atmosphère dans ses mémoires « Cercueil de fer », un titre qui capturait l'horreur claustrophobe du service sous-marin au cours de cette période. Il a écrit sur des hommes partant en mer sachant qu'ils ne reviendraient probablement pas, de repas silencieux avant le départ, où les sous-mariniers évitaient de discuter de l'avenir parce que l'admettre semblait inviter le destin. Il a décrit les sons des attaques à la grenade sous-marine, l'attente dans l'obscurité et le silence tandis que l'eau s'égouttait des raccords de coques stressés, et les hommes comptaient les secondes entre les explosions, calculant si le modèle se rapprochait ou s'éloignait. Mais Wehrer a également noté que les attaques qui venaient sans avertissement, aucun son de propulseur qui s'approchait, aucune intensification progressive des pings à SDIC, était celle qui terrifiait le plus complètement les équipages. Le sous-marin pouvait naviguer silencieusement en profondeur, quand soudainement la coque résonnait de l'impact des projectiles frappant directement, suivi instantanément par la détonation catastrophique qui signifiait que la guerre de quelqu'un venait de se terminer. Pas de temps pour se préparer à l'impact, aucune opportunité pour une action d'évasion, aucune accumulation progressive de tension qui donnait au moins aux équipages l'illusion de participation à leur propre survie. Juste une violence soudaine et la mort, ou pour les quelques chanceux dans les bateaux qui ont survécu endommagés, la connaissance que la prochaine fois ils pourraient ne pas avoir autant de chance. La force de sous-marins allemande a effectivement cessé d'exister en tant que menace stratégique au cours des derniers mois de la guerre. Dönitz a continué à envoyer des bateaux en patrouille, partiellement parce que le retrait aurait libéré les ressources navales alliées pour d'autres opérations, partiellement par inertie institutionnelle, et partiellement par l'espoir de plus en plus désespéré que les nouveaux modèles de sous-marins équipés d'un appareil respiratoire à Schnorchel pourraient rétablir un certain équilibre tactique. Ils ne l'ont pas fait. La guerre s'est terminée avec les Pence de sous-marins allemands en France détruits ou capturés. Ces bateaux opérationnels restants dispersés dans les fjords norvégiens et les ports de la Baltique, et ces équipages composés largement de remplaçants insuffisamment entraînés pour les sous-mariniers expérimentés qui étaient morts au cours de 4 ans d'attrition brutale. L'histoire du système d'armes Hedgehog s'étend au-delà de son impact tactique immédiat sur la guerre sous-marine. Elle représente une étude de cas sur la façon dont les améliorations technologiques progressives, lorsqu'elles sont correctement intégrées à la doctrine opérationnelle et soutenues par une formation adéquate, peuvent fondamentalement modifier la dynamique du combat, même lorsque la technologie sous-jacente n'est pas révolutionnaire. Hedgehog n'était pas une arme guidée ou une merveille électronique, c'était un dispositif mécanique relativement simple. Un mortier à cheville adapté à l'usage naval, tirant des projectiles non guidés qui s'enfonçaient dans l'eau et détonaient au contact. Pourtant, ce concept simple, lorsqu'il était combiné avec des systèmes de sonar améliorés et une meilleure formation tactique, réalisait une efficacité qui dépassait de loin les systèmes d'armes plus sophistiqués. Le processus de développement a également illustré l'importance de la persévérance face aux premiers échecs. Les premiers déploiements de Hedgehog ont obtenu des résultats décevants qui auraient pu justifier l'abandon complet de l'arme. Les taux de réussite dépassaient à peine ceux des grenades sous-marines. Les équipages se méfiaient du système. Les problèmes techniques ont entravé les opérations. Une organisation moins déterminée que la Royal Navy aurait pu conclure que l'arme était fondamentalement défectueuse et revenir aux méthodes établies. Au lieu de cela, le leadership britannique a analysé les problèmes systématiquement, identifié que la plupart des difficultés provenaient d'une formation inadéquate et d'une mauvaise intégration avec les systèmes de sonar plutôt que de défauts de conception inhérents, et a investi des ressources dans des programmes d'éducation d'équipage complets qui ont transformé les performances. L'adoption américaine de Hedgehog par le biais du prêt-bail inversé a démontré la coopération alliée dans le développement de la technologie militaire. La Grande-Bretagne, qui avait dépensé des ressources considérables pour développer l'arme, a librement partagé la conception avec les forces américaines. Les États-Unis ont produit leurs propres variantes et améliorations, y compris le système Mousetrap,
pour les petits navires de patrouille qui ne pouvaient pas accueillir des lanceurs Hedgehog complets. Cette approche collaborative où chaque allié a contribué ses forces aux défis de défense commune contrastait fortement avec les pratiques allemandes et japonaises où la rivalité interservices et la jalousie institutionnelle empêchaient souvent une coopération efficace. Les implications tactiques des armes anti-sous-marines tirant vers l'avant ont influencé la doctrine navale bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Le principe selon lequel les armes doivent être employées tout en maintenant le contact des capteurs avec la cible plutôt qu'après avoir perdu le contact est devenu fondamental pour la guerre anti-sous-marine moderne. Les développements d'après-guerre, y compris les systèmes de mortiers britanniques Squid et Limbo, et finalement les torpilles à guidage acoustique comme l'American Mark 46, incarnaient tous ce même concept. Maintenir le contact tandis que la cible reste sous observation. Éliminer le temps d'angle mort qui permet l'évasion. Pour les théoriciens navals allemands réfléchissant après la guerre, Hedgehog représentait un élément dans une réponse tactique et technologique alliée globale que les forces allemandes ne pouvaient pas contrer compte tenu de leurs contraintes de ressources et de leurs circonstances stratégiques. L'arme n'a pas à elle seule vaincu la menace des U-boats. Plutôt, elle faisait partie d'un système intégré qui comprenait un radar amélioré pour la détection de surface, la détection de direction haute fréquence pour l'interception radio, les porte-avions d'escorte fournissant une couverture aérienne sur les convois, des systèmes de sonar de plus en plus sophistiqués, et le déchiffrement complet des codes Enigma naval allemands qui permettaient aux forces alliées de router les convois autour des concentrations de sous-marins ou de positionner des groupes de chasseurs-tueurs pour intercepter les U-boats dont les emplacements et les intentions étaient connus à l'avance. L'amiral de la flotte, Karl Dönitz, qui a commandé la force de sous-marins allemande et a brièvement succédé à Hitler en tant que chef d'État dans les derniers jours de la guerre, a passé des années après la guerre à analyser pourquoi ces U-boats n'avaient pas atteint des résultats stratégiques qu'il croyait possibles. Il a correctement identifié le déchiffrement des codes alliés comme un facteur critique. Les sous-marins allemands naviguaient dans les pièges parce que leurs ordres opérationnels étaient lus par l'ennemi. Il a noté l'impact des porte-avions d'escorte dans la fermeture de l'écart aérien du milieu de l'Atlantique où les sous-marins avaient précédemment opéré au-delà de la portée des aéronefs basés à terre. Il a reconnu que le sonar amélioré allié et les systèmes d'armes rendaient les opérations sous-marines de plus en plus coûteuses. Mais Dönitz n'a jamais pleinement accepté que l'équation fondamentale s'était irréversiblement déplacée contre les sous-marins une fois que la capacité industrielle alliée, le développement technologique et l'innovation tactique atteignaient leur pleine efficacité. Il a continué à croire que des tactiques différentes, une meilleure formation ou des modèles de sous-marins allemands améliorés auraient pu modifier les résultats. Cela représentait un modèle courant parmi les chefs militaires allemands, reconnaissant les avantages alliés spécifiques tout en refusant d'accepter que l'effet cumulatif de ces avantages, combiné à la détérioration de la position stratégique allemande et de la base de ressources, rendait la défaite inévitable indépendamment des ajustements tactiques. Le coût humain de cet échec à accepter la réalité s'est manifesté dans les chiffres des pertes. Les équipages d'U-boats ont continué à naviguer en patrouille au cours des dernières semaines de la guerre, alors que tout avantage stratégique de leurs opérations avait depuis longtemps disparu. Les sous-marins qui auraient pu rester au port, préservant la vie de leurs équipages pour la reconstruction éventuelle de l'Allemagne, ont plutôt entrepris des missions qui n'ont rien réalisé d'autre que d'ajouter d'autres noms aux listes de victimes. Le dévouement et le courage de ces hommes méritent le respect, mais leur sacrifice a été gaspillé par un leadership qui ne pouvait pas accepter ce que les preuves démontrent clairement. Revenons maintenant à ce moment du 29 mai 1944, quand l'U-549 a coulé sous l'Atlantique Nord avec tous les hommes perdus. Le capitaine Lothar Detlev Krankenhagen commandait un sous-marin moderne équipé d'équipages de marins entraînés. Il comprenait les tactiques de guerre anti-sous-marine que les forces allemandes avaient affinées au cours de 4 années d'expérience brutale. Il a exécuté les procédures d'évasion que la doctrine prescrivait, plonger profondément, restait silencieux, attendre le point aveugle, manœuvrer quand l'escorte passe au-dessus. Chaque décision qu'il a prise était correcte selon les connaissances disponibles pour lui. Ce n'était pas suffisant. L'environnement tactique avait changé, de manière que les commandants allemands comprenaient imparfaitement ou pas du tout. L'escorte a maintenu le contact au sonar à des profondeurs que la doctrine allemande considérait comme sûres. L'attaque est venue de l'avant plutôt que directement au-dessus. Les projectiles sont arrivés en secondes plutôt que la demi-minute que les grenades de profondeur exigeaient. Quand ils ont frappé, la mort a suivi instantanément, sans possibilité de contrôle des dégâts, sans possibilité de survie.
sans chance de faire surface et d'abandonner le navire. C'est l'ironie profonde au cœur de l'histoire du Hedgehog. Les équipages d'U-boat allemands n'ont pas été vaincus parce qu'ils manquaient de courage ou de compétences. Ils ont perdu parce que le paradigme tactique dans lequel leur courage et leurs compétences opéraient avait été fondamentalement altéré par des changements technologiques et doctrinaux qu'ils ne pouvaient ni prédire ni contrer. La connaissance qui les avait auparavant maintenus en vie exploitait le point aveugle. Manœuvrer pendant le temps de descente, survivre grâce à la résistance structurelle et à l'évasion est devenu obsolète, transformé de sagesse de survie en idée fausse mortelle. La dimension psychologique distingue ceci d'une simple histoire d'avancement technologique. Les sous-mariniers allemands n'ont pas fait face à une force écrasante qui les a écrasés par la simple supériorité matérielle, bien que les avantages numériques alliés aient certainement été réels. Au lieu de cela, ils ont affronté une situation où les hypothèses sous-jacentes à leur doctrine tactique avaient été invalidées. Ils pratiquaient des tactiques conçues pour un environnement opérationnel qui n'existait plus, inconscients que les règles avaient changé jusqu'au moment où ces nouvelles règles les ont tués. Ce modèle de force militaire continuant à employer des tactiques qui ont fonctionné auparavant, tout en restant inconscientes. Ces tactiques ont été contrées, apparues à plusieurs reprises tout au long de l'histoire militaire. Cela explique pourquoi les charges de cavalerie ont persisté à l'ère des mitrailleuses. Cela illumine pourquoi les villes forteresses sont tombées à l'artillerie qui pouvait percer les murs auparavant considérés comme imprenables. Cela clarifie pourquoi les cuirassés sont devenus obsolètes quand les porte-avions ont démontré la capacité à frapper au-delà de la portée visuelle. Dans chaque cas, l'environnement tactique fondamental s'est déplacé, de manière à rendre la doctrine précédente non seulement moins efficace, mais activement dangereuse. Le système d'armes Hedgehog a réalisé un impact stratégique disproportionné à sa simplicité mécanique, parce qu'il attaquait les hypothèses fondamentales de la doctrine d'évasion anti-sous-marine allemande. En éliminant le point aveugle, en comprimant le temps de réaction et en exigeant seulement un seul contact pour réaliser une mise à mort, il a supprimé chaque marge que la compétence tactique allemande avait exploitée. Un commandant d'U-boat pouvait exécuter des manœuvres d'évasion parfaites selon la doctrine et mourir quand même, parce que cette doctrine ne s'appliquait plus aux armes employées contre lui. Pour les 28 000 sous-mariniers allemands qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup au cours des 18 derniers mois de la guerre, quand le Hedgehog et des systèmes anti-sous-marins améliorés similaires ont réalisé un déploiement généralisé. Cela représentait une tragédie qui s'étendait au-delà de l'horreur simple de la mort au combat. Ces hommes sont morts en partie parce que leur leadership ne pouvait pas ou ne voulait pas accepter que l'équilibre tactique avait changé de manière irréversible. Ils sont morts parce que le renseignement naval allemand a rassemblé les informations trop lentement et la doctrine d'entraînement allemande s'est adaptée trop graduellement à l'environnement opérationnel changeant. Ils sont morts parce que la machinerie institutionnelle de la marine a continué à envoyer des sous-marins en mission, dont la valeur stratégique avait disparu, tandis que leur coût en vie augmentait de manière catastrophique. Le taux de réussite du Hedgehog, une mise à mort pour 5 attaques à la fin de la guerre, comparé à une mise à mort pour 60 attaques aux grenades de profondeur, quantifie cette transformation en termes mathématiques. Mais les statistiques ne peuvent pas capturer ce que cela signifiait expérientiellement pour les équipages de sous-marins qui se sont trouvés sous attaque par des armes qu'ils ne comprenaient pas pleinement, des armes qui violaient leurs hypothèses tactiques sur le fonctionnement du combat anti-sous-marin. Cette expérience de découvrir que votre connaissance difficile est devenue obsolète, que vos techniques de survie ne fonctionnent plus, que la mort peut arriver sans avertissement ou possibilité de réponse, représente le coût ultime de la vérité entrant en collision avec la croyance. La matinée du 29 mai 1944 a commencé avec le capitaine Lothar Krankenhagen, croyant que sa compétence et la discipline de son équipage pouvaient les ramener sains et saufs à la maison. 4 minutes et demie après que la deuxième salve de Hedgehog de l'USS Elmore soit entrée dans l'eau, l'U-549 a cessé d'exister. Entre ces deux moments se trouve tout ce que cette histoire signifie. L'écart entre ce que nous croyons et ce qui est vrai, mesuré dans les vies d'hommes qui n'ont jamais appris la différence. Merci de regarder. Pour des analyses historiques plus détaillées, consultez les autres vidéos sur votre écran maintenant. Et n'oubliez pas de vous abonner.